Il est 22h30 à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La France entend contribuer à la reconnaissance du génocide arménien comme un crime contre l'humanité. Cette perspective déplaît fortement au président turc. Recep Tayyip Erdogan a fustigé les donneurs de leçons en cette journée de commémoration, un peu partout dans le monde, sauf en Turquie. Nous en parlerons sur ce plateau avec notre invité, Harut Mardirossian, qui est directeur de la publication du magazine France-Arménie. Les autorités sri-lankaises ont reconnu une défaillance dans la sécurité 3 jours après les attentats en cause des rivalités au sommet de l'État. Le bilan ne cesse d'augmenter. 359 personnes ont perdu la vie. Les habitants de Colombo vivent dans la peur de nouvelles attaques. En Algérie, 4 frères Kouninef, proches de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, ont été placés en détention provisoire. Ils avaient avant cela été entendus dans une affaire de trafic d'influence. Hier, la justice avait placé en détention provisoire le PDG de Cévital. La France commémorait aujourd'hui pour la première fois officiellement le génocide arménien. Et ce positionnement de Paris déplaît fortement à Ankara, pour qui il n'y a pas eu de génocide mais des massacres réciproques. Les Arméniens estiment, eux, qu'1,5 million des leurs ont été tués de manière systématique par les troupes de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe. En rendant hommage aux victimes du génocide arménien, la France est fidèle à elle-même, fidèle à ses valeurs. C'est son honneur que de l'assumer. Elle ne se laissera impressionner par aucune pression, ni par aucun mensonge. Ce que nous recherchons, c'est l'exactitude historique et la réconciliation. Et j'accueille sur ce plateau pour plonger notre réflexion Harut Mardirossian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la publication du magazine France-Arménie. Je vous remercie beaucoup de nous apporter ce soir votre regard concernant ces commémorations qui sont déroulées un peu partout dans le monde, mais aussi en France. Pourquoi est-ce important que la France s'associe à ces commémorations ? Alors, c'est important que la France s'associe à ces commémorations parce qu'elle a joué un rôle bien avant, d'ailleurs, le génocide, comme amie des Arméniens. Je voulais juste revenir sur un point. Vous avez dit dans votre introduction, les Arméniens estiment. C'est pas les Arméniens qui estiment. C'est le monde entier. Les chercheurs ont fait leur travail de vérité sur le génocide des Arméniens. Il n'y a pas cette question ne concerne pas que les Arméniens. Et justement, cela concerne aussi la France, qui a émis un protectorat après la Première Guerre mondiale, qui a sauvé. La marine française est venue sauver les survivants, notamment sur le mont Moussadar. Il y a toute une histoire de parlementaires comme Jaurès, comme Anatole France, comme Charles Péguy, qui ont à la tribune monté des intellectuels qui ont défendu les Arméniens qui étaient victimes de ces massacres. Donc il y a une tradition longue entre la France et l'Arménie. Et d'ailleurs, on dit en Arménie et en France, on dit que la France et l'Arménie sont des pays frères. On appelle les Français des frères parce qu'en fait, il y a ce partage de cette histoire. Et c'est quand même un des pays qui a accueilli les survivants de ce génocide. Que représente cette date du 24 avril ? Pourquoi est-elle importante ? La date du 24 avril, c'est la date où, le 24 avril 1915, 611 intellectuels arméniens ont été arrêtés. Et parce qu'il fallait couper les têtes des intellectuels, ceux qui pouvaient être les relais d'opinion de l'époque. Donc on a arrêté des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des musiciens et des députés. Il y a une dizaine de députés arméniens du Parlement turc qui ont été arrêtés et qui ont été assassinés dans les 48 heures après leur arrestation. Quelle est la portée de ce travail mémoriel, cette reconnaissance du génocide ? Alors, c'est plus il y a un travail mémoriel, mais ce travail mémoriel, il est aussi un travail politique, puisqu'il permet de faire petit à petit prendre conscience à la Turquie et aux Turcs du fait qu'ils ont des pages sombres de leur histoire, qu'il convient maintenant d'éclaircir et de se grandir en reconnaissant et en réparant ce génocide. Et il s'agit également de rendre justice à un peuple qui a vu 1 500 000 de ses membres exterminés et qui aujourd'hui fait face à la négation de l'État turc qui perpétue, qui
qui continuent à nier la réalité de ce génocide. On a vu d'ailleurs aujourd'hui qu'une commémoration avait été interdite en Turquie. Alors jusqu'à présent, il y avait, ces dernières années, il y avait une commémoration qui était tout de même possible. Cette année, ça a été interdit. Vous avez l'espoir qu'un jour la Turquie reconnaisse ce génocide ? Écoutez, on peut toujours avoir l'espoir. Maintenant, l'attitude du président Erdogan est quand même très négationniste. Il faut dire appeler un chat un chat. Quand on voit que n'importe quel autre président turc. Plus que n'importe quel autre président turc. Regardez l'hystérie avec laquelle il a appelé à la France à dire que la France aurait commis 2 génocides et à ne pas donner de leçons. Mais qui est lui pour donner des leçons ? Lui qui a encore installé des mausolées à la gloire des perpétrateurs du génocide des Arméniens en plein milieu d'Istanbul ou d'Ankara. Et est-ce qu'on imaginerait un mausolée dédié à Hitler en plein milieu de Berlin ? Voilà l'état de la Turquie d'Erdogan d'aujourd'hui. Comment cette page dramatique de l'histoire de l'Arménie est-elle perçue par les jeunes, par cette jeune génération ? La jeune génération, elle a appris... Plus de grands-parents qui l'ont vécu. Elles ont, alors pour certains, moi j'avais encore mes grands-parents qui l'avaient vécu, qui m'ont porté cette histoire, mais elle est également portée justement de génération en génération. Et puis aujourd'hui, depuis 2012, nous avons dans les manuels scolaires l'histoire du génocide des Arméniens est enseignée en France, qui est une grande avancée. Il y a tout un certain nombre de travaux des auteurs, et on sent surtout une jeunesse qui est déterminée parce qu'elle a besoin qu'on lui rende justice, qu'on arrête de traiter leurs parents et leurs grands-parents de menteurs, qu'on arrête de traiter l'ensemble de ce peuple comme il a été, comme en des traîtres à la nation, alors qu'en réalité, ils ont été des victimes de la pire atrocité du monde, c'est-à-dire une extermination, un génocide. En tous les cas, ces journées de commémoration sont l'occasion aussi pour les Arméniens d'apporter une paix dans la manière d'en parler. Tout à fait. Entre soi, dans les familles, de parler justement de cette transmission. C'est un moment d'introspection qui s'est bien entendu, qui se transmet. D'ailleurs, au travers des discussions, on découvre qu'on a des amis dont les parents ont peut-être été des voisins, mais qui se sont séparés au moment du génocide. On découvre que certains ont pu être sur les mêmes bateaux, notamment des bateaux français qui les ont amenés vers Marseille, et on redécouvre son histoire. Et à travers ça, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et là, c'est là aussi qu'on retrouve les mêmes mécanismes, les mêmes histoires, comment les officiers sont arrivés pour séparer les hommes des femmes, comment les hommes ont été exécutés quasiment immédiatement, comment on a emmené les femmes et comment elles ont subi les pires violences qu'elles ont sexuelles, viols, meurtres, on a éventré des femmes enceintes, etc. Donc on a la description de la barbarie la plus lâche telle qu'on peut l'imaginer. Je vous remercie beaucoup, Harout Mardi-Hirosyan, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Alors que la France et évidemment tout le peuple arménien commémorait aujourd'hui le génocide survenu en 1915. Merci à vous. Le bilan s'est alourdi au Sri Lanka après les attentats de dimanche. 359 personnes ont péri, il y a des centaines de blessés. Le sommet de l'État a reconnu des défaillances en matière de sécurité à l'origine des rivalités entre le président et le Premier ministre. Ces attentats sont parmi les plus meurtriers au monde depuis le 11 septembre 2001. Alors à Colombo, la tension reste forte et les habitants redoutent une nouvelle attaque. C'est un reportage pour France 2 de Nicolas Bertrand et Ram Pateria. Le quartier vient d'être complètement bouclé. Tout le monde recule. En plein cœur de la capitale, c'est une nouvelle alerte à la bombe. Les démineurs s'approchent d'une moto couchée au milieu de la rue pour y placer des charges explosives et la faire sauter. Elle n'était heureusement pas piégée. C'était une fausse alerte, il n'y avait pas d'explosifs dans cette moto, mais les forces de sécurité ne veulent prendre aucun risque. Il y a vraiment une ambiance de paranoïa ici qui règne sur la ville, plus de 3 jours après les attaques. C'est la 3e intervention de déminage du genre uniquement ce matin. Plus tôt, devant ce cinéma, c'est un scooter qui a été détruit. Tout le monde est inquiet de la situation. Nous ne pouvons aller nulle part pour notre sécurité. Nous ne pouvons pas travailler, il n'y a pas de taxi, l'économie s'effondre. Ceux qui s'aventurent tout de même dans la ville sont en panique.
Il y a une grande peur ici. Nous entendons aux informations qu'il y a d'autres bombes à retrouver, d'autres bombes qui doivent exploser. Par endroits, Colombo est complètement déserte et à chaque carrefour, des policiers en armes. Seuls les convois officiels des plus hauts responsables du pays traversent la ville à toute allure pour éviter les attaques. Un nouveau couvre-feu a été décrété sur toute la capitale en début de soirée. En Algérie, les placements en détention s'accélèrent pour les industriels. C'est au tour de proches de l'ancien président Bouteflika, les frères Kouninef. Ils ont été entendus dans une affaire de trafic d'influence. Florent Redeau. Ali Haddad début avril, Issa Drebrabre ce lundi et maintenant les frères Kouninef. Depuis plusieurs semaines, la justice algérienne s'intéresse de près aux activités de ces capitaines d'industrie. Dernière affaire en date, celle de la discrète mais néanmoins influente famille Kouninef. Agroalimentaire, génie civil, BTP ou encore hydraulique, la fratrie, milliardaire, est à la tête d'un empire. Le groupe QGC, qui a obtenu ces dernières années d'importants contrats publics, le fruit de sa proximité avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Les 4 frères ont donc été arrêtés, puis écroués. Motif : détournement de fonds publics et trafic d'influence présumé. Une offensive judiciaire qui ressemble fort à une opération main propre dans les milieux d'affaires algériens. Car lundi, c'était au tour de la première fortune du pays de se retrouver derrière les barreaux. Pourtant connu pour son opposition au clan Bouteflika, Issa Drebrabe est visé par une enquête pour corruption. Il est incarcéré à la prison d'El Arash. C'est là qu'est également détenu depuis 3 semaines Ali Haddad. L'ancien patron des patrons avait été arrêté fin mars alors qu'il tentait de quitter l'Algérie. Il est soupçonné d'avoir transféré des fonds à l'étranger. Des arrestations qui s'ajoutent au limogeage dans la sphère publique du PDG de Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale. Lui aussi était un proche d'Abdelaziz Bouteflika. Quels seront les impacts de la guerre au Yémen sur le pays et sa population ? C'est ce qu'ont tenté d'évaluer les Nations Unies alors que le pays était déjà avant cela l'un des pays les plus pauvres de la planète. Juliette Lacharnay. Des perspectives de plus en plus sombres pour le peuple yéménite après plus de 4 années de guerre dans un pays déchiré entre rebelles houthis soutenus par l'Iran et la coalition saoudienne alliée du gouvernement. Selon les conclusions d'un rapport publié récemment par les Nations Unies, la guerre aurait renvoyé le pays en termes de développement plus de 20 ans en arrière depuis mars 2015, date du début du conflit. Mais ces auteurs se sont surtout attelés à chiffrer l'impact de la guerre au Yémen à plus ou moins long terme, avec à la clé plusieurs scénarios envisagés sur 2019, 2022 et 2030. De la situation économique du pays en passant par l'évolution des infrastructures scolaires et sanitaires, le rapport s'appuie sur plusieurs indicateurs. Selon les projections, la guerre aura coûté au pays près de 80 milliards d'euros fin 2019. À l'horizon 2030, plus de 70% de la population vivra dans un état d'extrême pauvreté. Près de 84% des habitants souffriront de malnutrition et les pertes économiques auront atteint des sommes astronomiques, chiffrées par le rapport à 586 milliards d'euros. Le rapport s'intéresse aussi au sort des enfants, premières victimes du conflit. Dans 11 ans, un enfant yéménite perdra la vie toutes les 2 minutes et 24 secondes. Parmi les autres éléments accablants issus du rapport, les décès imputables au manque d'accès à la nourriture et aux services de santé, ils seront 5 fois plus importants en 2030 que ceux directement liés au conflit. Nous avons appris le décès du comédien Jean-Pierre Mariel. Il y a peu de temps, grande figure du cinéma et du théâtre français, inoubliable interprète de Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde. C'était aussi l'ami de toute une vie de Jean Rochefort, disparu lui aussi.